Bonsoir, bienvenue pour cette soirée spéciale débat élections municipales en direct sur France 3. Nous sommes à 11 jours du premier tour des élections municipales et ce soir, nous allons nous intéresser à 3 villes de notre région. Rendez-vous dans 45 minutes pour un débat consacré au Sables-d'Olonne pour les téléspectateurs de Maine-et-Loire, de Vendée et de Loire-Atlantique. Et puis, pour ceux qui nous regardent en Mayenne et en Sarthe sur la TNT ou sur notre site pdl.france3.fr, vous retrouverez Christine Villoisin pour un débat consacré à la ville de Mayenne. Mais tout de suite, nous ouvrons pour vous tous notre premier débat avec la deuxième ville la plus importante en population de notre région, Angers. Idéalement située, à mi-chemin entre Paris et l'océan, avec un climat doux, une population plutôt jeune, Angers squatte régulièrement le haut du classement des villes où il fait bon vivre. Sa situation et sa douceur angevine attirent notamment les Parisiens. Résultat, la cité du Roi René, qui compte 152 960 habitants, est la troisième ville de France où le prix de l'immobilier a le plus augmenté. Le taux de chômage y est de 9,4%. La gauche, vaincue en 2014 après 37 ans aux affaires, n'a pas la partie facile face au maire sortant. Christophe Béchu, candidat à sa propre succession, tombeur avec plus de 54% des voix du PS, Frédéric Beats lors des dernières municipales, est champion toute catégorie quand il s'agit de rassembler à droite et au centre. Soutenu par La République En Marche, il n'a pas à affronter l'ex-lieutenant de Nicolas Hulot, Mathieu Orphelin, qui a préféré décliner. Et comme PS et écologistes partent chacun de leur côté, le maire sortant, dont l'action était créditée de 83% d'opinion favorable il y a un an, ne doit pas vraiment penser à la défaite le matin en se rasant. Le débat sur les municipales, c'est donc en direct à présent sur France 3 avec cette première ville, vous l'avez compris, Angers. Un débat que je vais co-animer ce soir avec Benoît Guérin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes le directeur départemental de Ouest France en Maine-et-Loire. Et sur notre plateau, plusieurs candidats à ce premier tour à Angers. Christophe Béchu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant de la ville d'Angers. Vous avez quitté les Républicains en 2017. Vous vous présentez aujourd'hui sans étiquette, mais avec le soutien de votre ancien parti et de La République En Marche. Sylvia Camara-Tombini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère municipale d'opposition, vous êtes membre du Parti socialiste et vous êtes tête de liste Aimé Angers. Claire Schweitzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, à la tête de la liste Angers citoyenne et populaire. Vous êtes membre, vous, de la France insoumise. Votre liste comprend aussi des communistes, des membres du Parti animaliste, de la gauche socialiste et républicaine et des membres de la société civile. Pas de communistes pour notre liste. Pas de communistes pour Non, votre pas de liste, communistes. pardon, c'est une erreur. Yves Oregan, bonsoir. Oui, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, à la tête de la liste Angers écologique et solidaire. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts. Et Olivier Douai, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, membre du Rassemblement national et votre liste s'intitule Choisir Angers. Yves Oregan, nous allons commencer ce débat avec vous car les dernières 24 heures ont été particulières pour votre liste. 2 de vos colistiers ont été accusés d'agression sexuelle et de viol dans des affaires distinctes. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte dans ces 2 affaires. Est-ce que vous me confirmez que vous avez demandé la mise en retrait de ces 2 colistiers ? Oui, alors je voudrais d'abord vous dire qu'on a été extrêmement choqués parce que ces affaires-là d'agression sexuelle, c'est vraiment à l'opposé vraiment de toutes nos valeurs les plus profondes, qu'on condamne aussi tout type d'agression sexuelle et on est très sensible à la libération de la parole des femmes en ce moment. Alors, pour revenir sur nos 2 colistiers, effectivement, dès qu'on a eu des éléments probants, on leur a demandé de s'écarter de la liste, qu'ils ont accepté tous les 2. Et donc, si jamais ils étaient élus, ils sont en 15e et 35e position, vous leur demanderiez de démissionner immédiatement ? Ils ont accepté de démissionner tout de suite. La direction nationale du Parti communiste, dans un communiqué, dit contester ce choix inadmissible, réaffirmer son soutien aux victimes. Le député Mathieu Orphelin vous a apporté son soutien, mais il dit ne pas comprendre pourquoi vous avez tardé à mettre ces colistiers en retrait. Est-ce que vous avez minimisé l'affaire quand vous en avez eu connaissance, Yves Oregan ? Pas du tout. On a vraiment, dès qu'on a eu les premiers éléments probants, on a immédiatement agi, vraiment tout de suite. Vous n'en aviez pas connaissance de ces affaires ? Je n'avais pas connaissance de ces affaires, ni l'une ni l'autre. Le Parti communiste affirme qu'il avait averti un de ses représentants de la section locale. Mais
enfin, en tout cas, moi, je tant n'étais que tête de absolument pas au courant du tout de ces Et affaires. vous avez donc décidé de demander la mise en retrait, je le précise, donc, de ces 2 colistiers. Merci à vous. Nous allons à présent nous intéresser aux thèmes qui font la campagne municipale à Angiers, Benoît, et on va commencer avec l'environnement. Oui, parce que l'environnement, effectivement, va sans doute être au cœur du débat à Angers. La proverbiale douceur angevine doit sans doute beaucoup à son lien historique au végétal. La filière y est très présente. Il y a un parc qui s'appelle Terra Botanica qui est entièrement dédié au végétal. Rappelons que la ville d'Angers a été élue à 3 reprises ville la plus verte de France, en 2014, 2017, 2020. Le prix est décerné tous les 3 ans par l'Union nationale des entreprises de paysagers. Dans cette ville, il était donc logique que l'environnement soit un des thèmes majeurs de cette campagne. Mais la préservation de l'environnement, c'est aussi les transports doux. Donc on va aussi parler de transport et notamment de vélo. Sylvia Camara-Tombini, on va commencer par vous. Vous faites une proposition précise dans ce domaine-là. Vous demandez la création d'un réseau express vélo. En quoi ça consiste ? Il s'agit effectivement de pouvoir sécuriser au maximum les trajets pour les cyclistes qui aujourd'hui ne le sont pas dans de nombreux quartiers et effectivement d'identifier avec les acteurs en concertation avec les associations, avec tous les utilisateurs du vélo au quotidien pour se rendre au travail, d'identifier des lieux sur lesquels nous aurons de véritables pistes sécurisées, en aucun cas en contact avec la voiture, sur des zones reliant certains quartiers au centre-ville. Donc un travail à mener en véritable concertation, mais s'assurer que de A à Z, les vélos soient en sécurité. Christophe Béchu, vous avez prévu de consacrer 20 millions d'euros pour l'aménagement cyclable, d'aménagement cyclable sécurisé. Est-ce que vous avez perdu du temps dans votre premier mandat sur ce point-là, précisément, les vélos ? Ce n'est pas le sujet sur lequel on a été le plus actif, clairement. Et on a des efforts à faire, même si quand on se compare à d'autres villes, on vient d'être classée la 2e ville de France la plus agréable, ou en tout cas la plus accessible pour les vélos, d'après un classement qui émane des cyclistes eux-mêmes, au travers de la Fédération des usagers de la bicyclette. Mais on le voit avec beaucoup de discontinuité, avec des pistes cyclables qui ne sont pas suffisamment sécurisées, avec des aménagements qui manquent. Je suis maire depuis 6 ans, depuis déjà 6 ans, mais en même temps depuis seulement 6 ans. La ville, c'est 1515 rues, elles ont une histoire, elles ont été aménagées uniquement pour les voitures pendant extrêmement longtemps. On a assuré des continuités cyclables pendant ce mandat, en particulier puisqu'il n'y en avait pas sur les 2 ponts de Haute-Chaîne et de Basse-Chaîne, alors que c'est le cas désormais. On s'est efforcé, je pense à l'entrée des ponts de C, d'aller assurer très récemment des aménagements sécurisés. Et de manière générale, cette prise en compte, elle a conduit à 2 plans vélo votés à la ville et à l'agglomération, qui comportent 50 mesures qui sont accessibles sur les sites de la ville et de l'agglomération. Mais vous dites qu'il faut aller plus loin si je suis réélue. Très clairement, et ça peut sembler anecdotique, mais je crois que ça ne l'est pas. J'avais dans l'équipe sortante 3 de mes colistiers qui étaient vélo-taffeurs, c'est-à-dire qui utilisaient le vélo de manière permanente. 10 des 40 premiers de la liste que je conduis n'utilisent que le vélo pour se déplacer, parce qu'on mesure qu'il faut des élus qui aient ce réflexe, y compris quand on conçoit les aménagements. Donc ce sera, on le comprend bien, une de vos priorités, même si ce n'est pas toujours flagrant, Benoît, dans votre programme. Non, quand on lit votre programme, Christophe Béchu, je relève la phrase suivante. « Réduire la pression automobile dans l'hypercentre sans opposer les usages ». On a le sentiment que vous ne voulez pas trop fâcher les automobilistes non plus. Est-ce qu'il est possible de concilier les deux ? Être maire, c'est être le gardien des équilibres. Vous avez de manière systématique des gens qui souhaitent des choses différentes. Et je pense que c'est très dangereux dans le contexte et dans la société qu'on connaît aujourd'hui, qui est marquée par beaucoup d'agressivité et de violence de manière générale, d'opposer les gens les uns aux autres. Donc on s'efforce de concilier ça. On veut agrandir le centre piétonnier, parce qu'il n'y a pas que les vélos, il y a aussi les piétons qui comptent beaucoup dans les déplacements doux. On veut faire en sorte, malgré tout, de préserver une attractivité commerciale, parce que nos commerces aujourd'hui, compte tenu de la concurrence sur Internet, si on ne permet pas aux clients d'y accéder, ça posera des difficultés. Et donc on s'efforce d'assurer cet équilibre, avec la volonté extrêmement claire, et de réduire la place des voitures dans l'hypercentre, y compris des camions au travers d'un dispositif à partir du mine, pour permettre une desserte en triporteur ou en véhicule électrique du dernier kilomètre. Mais au-delà de ça, véritablement, en faisant en sorte que les transports en commun et les modes de déplacement doux soient les moyens privilégiés d'accès au cœur de ville. Vous avez pourtant dit que vous maintiendriez la première heure de stationnement gratuite. Vous, Claire Schweitzer, vous l'avez dit très clairement, vous allez la supprimer si vous êtes élu. Oui, tout à fait. C'est très emblématique en fait du mandat de M. Béchu que d'avoir supprimé cette première heure de stationnement. Et c'est aussi... L'avoir instauré.
De l'avoir instauré, la première autant heure. pour moi, de l'avoir instauré. Et nous la supprimons effectivement pour plusieurs raisons. En fait... Vous voulez aussi augmenter le prix du stationnement d'ailleurs, hein. Non Tout à seulement fait. la supprimer de la Tout à première fait. heure, mais augmenter le prix. Il ne hein. s'agit pas d'opposer les usages, il s'agit d'accompagner les changements de mentalité et les changements de pratique. Quand on incite par une mesure telle que celle-ci à effectivement venir plus facilement en voiture, forcément, on ne coupe pas le problème à la racine. Si on propose, comme nous souhaitons le proposer justement, de permettre un accès beaucoup plus facilité au transport en commun, de permettre, et comme pour beaucoup autour de la table, de faciliter la circulation des vélos, et aussi, comme on le propose, de piétoniser totalement le centre-ville, au moins un week-end par mois dans un premier temps, on va effectivement offrir la possibilité aux Angevins de fonctionner différemment et donc d'accéder à des transports beaucoup plus aisés et de se passer de la voiture. Vous aussi, vous aussi, Olivier Douai, vous êtes pour la baisse, vous à l'opposé, pour la baisse du coût du stationnement dans le centre-ville. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre la voiture. Pour vous, il faut la faire venir. Au contraire, je pense qu'il faut tout de même garder un certain équilibre entre la voiture et le vélo. Je vais vous expliquer, par exemple, Madame Schweitzer a peut-être raison sur le fond, mais j'ai parlé de ça à certaines personnes qui m'ont dit, chez ma mère qui a 95 ans, est-ce que vous voulez qu'elle fasse du vélo pour sortir de la ville? Vous voyez, vous avez un certain nombre de cas comme ça qui se posent et il faut trouver des solutions. Offrons-lui des transports gratuits, facilement accessibles aux personnes âgées. Ça, c'est une possibilité. On n'est pas obligé de prendre la voiture. Ouais. Alors, vous, Yves Oregan, vous êtes-vous pour une gratuité des transports, mais progressive? Alors, pas progressive. On a dit qu'on voulait, pour les moins de 25 ans, à partir du mois de septembre, là, et ensuite, au cours du mandat, pour la totalité des personnes. Avec l'objectif d'avoir un transport, d'avoir des modes de déplacement plus écologiques, c'est l'objectif de cette mesure? Oui, c'est un peu ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que effectivement, le problème, c'est de prendre à la racine le problème. L'écologie, c'est ça, hein, c'est pas juste l'environnement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment de changer les modes de déplacement, en l'occurrence, mais aussi les modes de production, etc., pour ne pas reproduire les problèmes dans lesquels on arrive maintenant sur le climat, sur la biodiversité, etc. Donc, effectivement, il faut rechanger, il faut transformer les façons de fonctionner, les modes de transport. Et donc, on propose d'abord un déploiement beaucoup plus grand des transports en commun et aussi la gratuité pour renforcer leur attractivité et aussi comme une mesure sociale. Et vous, Claire Schweitzer, vous allez aussi sur ce terrain de l'environnement en proposant de nommer un adjoint à la protection de la nature et des animaux. On voit même que vous proposez de supprimer carrément la chasse de l'agglomération angevine. Tout à fait. Est-ce que c'est en votre pouvoir de maire de prendre ce genre d'arrêté? Alors non, le pouvoir du maire a certaines limites, mais par contre, on a une possibilité de prendre des décisions politiques assez importantes et d'inciter. Donc sur le territoire de l'agglomération, il y a des territoire de chasse, et il sera de notre responsabilité politique, effectivement, de mettre un coup de poing sur la table et d'inciter effectivement à créer des zones déjà dans un premier temps et inciter les propriétaires fonciers qui le souhaitent d'avoir des territoires de non-chasse et de l'étendre petit à petit pour effectivement que déjà dans un premier temps le dimanche les promeneurs se baladent sans risquer de prendre une balle au coin du bois et d'avoir du coup des forêts un petit peu plus paisibles. Et l'adjoint à la protection de la nature et des animaux est effectivement un de nos engagements et il a pour objectif de voir notre rapport à la nature et aux animaux de manière transversale dans tous les champs en fait, de compétences de la municipalité, que ce soit au niveau des cantines, au niveau des produits d'entretien, au niveau des marchés publics. Sylvia Camara-Tombini, justement, si on parle des cantines, vous proposez des repas 100% bio et locaux d'ici 2016 pour les cantines 2026 pour les cantines et pour les seniors. Comment est-ce que c'est possible de fournir suffisamment à partir du local? On sait que c'est extrêmement compliqué de pouvoir s'approvisionner dans son bassin agricole proche. Mais c'est la raison pour laquelle ça s'accompagne dans la durée. Effectivement, il faut qu'on travaille, et ça peut se faire à l'échelle de l'agglomération, travailler avec l'ensemble des producteurs locaux pour les accompagner dans cette transition, en leur garantissant qu'à terme, ils travailleront effectivement pour la collectivité et
et on les amène progressivement à aller vers le bio, par exemple, parce qu'ils auront ce marché, ça les encouragera à aller vers cette transition. Donc c'est un travail sur du long terme. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter que tous les enfants de toutes les écoles ne mangent pas le même repas le même jour, parce qu'on n'aura peut-être pas suffisamment de carottes bio pour servir toutes les écoles le même jour. Donc on peut effectivement prévoir d'avoir 2 repas différents de manière à pouvoir fournir en quantité suffisante. Rapidement, Christophe Béchu, je vous vois très sceptique. Non, mais on peut dire beaucoup de choses. Quand on est arrivé il y a 6 ans, après l'équipe dans laquelle Mme Camara-Tambini exerçait des responsabilités, le bio était à 7%. On l'a triplé, on a dépassé les 20%, on a doublé la part du local pour atteindre les 50%. Vous parlez là des cantines. Je parle dans les cantines. 100% de bio en 2026, sauf à aller accepter d'acheter du bio de très loin, avec un bilan carbone qui serait désastreux, ça n'est pas possible. Et dans beaucoup de cas, il y a des produits qui aujourd'hui sont utilisés pour l'alimentation des enfants, qui n'existent pas en bio, en local. Donc il faut faire des choix. Et dans ces choix, très clairement, j'entends des propositions, elles ont le mérite d'alimenter le débat, mais de la même manière qu'on évoque la gratuité dans les transports, là aussi, sauf à vouloir massivement augmenter les impôts, il faut choisir entre baisser les tarifs ou augmenter le service. Et le choix que nous faisons, nous, c'est d'augmenter la fréquence des bus, c'est de faire en sorte qu'il y en ait davantage, y compris la fréquence des trams, et surtout de garantir qu'il n'y aura pas de hausse de fiscalité, parce que si on commence à opposer la fin du monde à la fin du mois, ça donne les gilets jaunes. Olivier Douai, vous êtes partisan d'éoliennes et de panneaux solaires sur les bâtiments publics. Oui. Ça semble très compliqué, ça va complètement changer le paysage angevin qui est pourtant peuplé de bâtiments historiques. Attention, ce sont des éoliennes, bien entendu, de petite taille. On ne va pas vous mettre des éoliennes de 250 mètres de haut. Et par contre, c'est vrai que tout ce qui concerne le photovoltaïque peut aussi être intéressant. Oui. Ça fait partie donc de Oui, vos propositions. Claire Schweitzer, vous vouliez réagir, Oui, après on va passer à un autre je voulais thème. réagir sur pour rebondir avec mon voisin de gauche, le 100% local, on va quand même avoir des difficultés. C'est pour ça que nous ne le proposons pas simplement par honnêteté intellectuelle, économique. Le 100% local, ça signifie plus de café, plus de chocolat et un certain nombre de produits du coup qui ne seront plus offerts aux enfants dans les cantines. Alors, il y a des succès d'année, effectivement, c'est possible. Et concernant les transports gratuits, ce sont des choix politiques que certaines agglomérations équivalentes ou de très légèrement moindre taille que Angers ont fait en effectivement renonçant à certains investissements forts. On prendra la ville de Dunkerque qui a renoncé à des investissements dans des palais omnisports pour proposer la gratuité des transports. Qui est un petit peu plus petite que la ville d'Angers. Il y a une ville dotée d'un tramway. Qui n'a pas effectivement de tramway. On a fait le choix de la gratuité parce que ça n'est pas possible. Je vous propose, Madame Camara-Tambini, alors vraiment en 10 secondes, s'il vous plaît, parce que je voudrais qu'on passe au deuxième thème. Parce que je crois qu'il faut quand même se rappeler que les collectivités, on a un rôle extrêmement important à jouer, y compris pour faire pression sur l'État, sur le monde économique, pour faire évoluer les mentalités, les habitudes. Et je pense que c'est notre rôle de se donner des objectifs fort, important, parce qu'il est urgent aujourd'hui d'agir. On ne peut pas tous se dire il faut faire de la transition écologique, il faut penser autrement l'avenir. Et les transports gratuits en font partie. Pas prendre les mesures. Je précise que vous êtes favorable pour les week-ends. On propose la gratuité des transports le week-end, mais surtout parce qu'effectivement, on est convaincu qu'il faut améliorer le réseau actuel, notamment le dimanche, notamment sur les heures de travail. Eh bien, on proposera la tarification sociale pour permettre aux familles de payer en fonction de leurs revenus. Parce que ça, c'est ce qui s'appelle de la justice sociale. Et pour moi, l'écologie ne peut pas se penser sans la justice sociale. On va passer à présent, merci aux uns et aux autres, au deuxième thème. Benoît, on va s'intéresser à cette question. Est-ce qu'Angers est une ville à 2 vitesses ? Effectivement, c'est une ville qui, d'un côté, est une ville à taille humaine, avec un hypercentre très agréable, des images d'Épinal, des quartiers en pleine transformation, comme Saint-Serge ou le quartier de la Gare. Puis au-delà de la carte postale, il y a effectivement des quartiers plus en difficulté. On parle beaucoup de Montplaisir ou de Belle-Beille. Ce sont des espaces où se concentrent le chômage et les logements sociaux. Angers, globalement, c'est 9,4% de chômage. C'est 2 points de plus que la moyenne régionale. Christophe Béchu, vous revendiquez la création de 5000 emplois nets durant votre mandat. Ça n'a pas empêché Angers d'être toujours au-dessus de la moyenne régionale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de vous rapprocher de cette moyenne ? Ce chiffre, il est d'abord issu d'un cabinet indépendant qui s'appelle le cabinet Arthur Lloyd et qui a fait un classement au 1er janvier 2019 qu'on a actualisé au 1er janvier 2020. Vous parlez des 5000 emplois nets. Je parle des 5000 emplois. Il y a un sujet qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il n'y a pas forcément, à l'échelle de notre agglomération, pas seulement de notre ville,
une mixité sociale qui soit bien répartie. Il y a 35% de logements sociaux à Angers, ce n'est pas le cas à l'échelle de l'agglo. Beaucoup de ceux qui ont retrouvé un emploi, malheureusement, un de leurs premiers réflexes, c'est parfois de quitter les quartiers dans lesquels ils sont et qui souffrent d'une forme de stigmatisation et pour lesquels nous engageons une opération de renouvellement urbain qui, après 3 ans de travail, d'instruction, de concertation, de présentation aux habitants, nous a permis, à l'été 2018, d'obtenir 100 millions d'euros de subventions pour lancer près de 500 millions d'euros, à la fois pour démolir les 1000 logements les plus dégradés qui existent sur Belle-Beille et sur Montplaisir, pour rénover les 3000 logements qui sont les passoires énergétiques les plus difficiles que nous ayons sur le territoire, mais aussi pour agrandir le gymnase de Montplaisir, refaire une piscine sur la polarité Tati du côté de Belle-Beille. Vous nous dites que vos engagements du premier mandat, ils se traduiront dans les faits si vous êtes réélu dans votre deuxième mandat. Je ne dis pas ça. Je dis que par rapport à ces quartiers et par rapport à la difficulté que nous avons, il faut bien mesurer que, quelle que soit l'énergie que vous mettez, en particulier quand vous devez convaincre l'État, le gouvernement et faire pression sur lui, il faut des années. Il a fallu des années à Jean-Claude Antonini, avant moi, pour être capable à la fois d'aller chercher les financements et de lancer les travaux à la Roseraie. Ça ne s'est pas fait en un mandat. Donc vous ça s'est fait en 2 mandats. Ce taux de 9,4% qui reste très important à l'échelle régionale, ce taux, il va diminuer. Vous pariez sur cette baisse dans les mois, dans les années à venir, grâce à vos efforts urbanistiques ou sociaux ? Bien entendu, parce que les entreprises que nous avons tirées, il y a celles qui ont déjà créé des emplois, il y a le groupe Action qui est en train de se déployer aujourd'hui, il y a d'autres bonnes nouvelles qui sont à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois sur le front économique. On a réussi à inverser une tendance et une pente qui était aussi issue de délocalisations très nombreuses que nous avions eues dans le monde de l'électronique avec une décennie compliquée dans un contexte national qui était également différent de celui que nous connaissons. Mais les choses, elles sont en nette amélioration, avec un dynamisme qui se ressent, une population qui progresse, des étudiants qui sont plus nombreux. Les résultats vont venir. Sylvia Camara-Tombini, vous êtes perplexe face à ces affirmations de Christophe Béchu. Vous dites-vous qu'il faut carrément un plan urgence quartier. C'est quoi ? Très clairement, moi je ne souhaite pas être maire que du centre-ville et je pense effectivement que les quartiers ont été les oubliés de ce mandat et c'est ce que l'on nous dit très régulièrement sur le terrain. Et dans ce plan urgence quartier qui nous semble et qui sera l'une de nos priorités qui sera mis en place dans les 6 premiers mois du mandat, il s'agit effectivement de remettre l'humain dans les quartiers, de redonner des moyens aux associations qui œuvrent au plus près de la population, d'accompagner effectivement la création d'emplois de proximité avec des médiateurs de quartier en remettant les emplois des gardiens de salle qui ont été supprimés pendant le dernier mandat et surtout effectivement accompagner et soutenir les associations, les clubs de sport, celles qui sont au plus près des familles modestes. Vous parlez de conforter les services municipaux dans les quartiers. Ils ont été délaissés, oubliés, amoindris ? Il y a effectivement besoin de renforcer les services publics. Je pense à. Est-ce qu'il y a moins de fonctionnaires à la Roseraie aujourd'hui, où les habitants nous disent le fait d'avoir transféré la mairie de quartier au centre Jean Villard, c'est problématique pour beaucoup d'entre eux. Le fait effectivement de voir la place Jean 23 se dégrader comme c'est le cas aujourd'hui, avec les commerces qui partent, il y a besoin de recréer de l'attractivité dans les quartiers pour permettre aux personnes d'avoir au plus près de chez elles des services de proximité. Les postes disparaissent. Donc là le maire n'a pas le pouvoir, mais il peut à minima faire pression pour faire en sorte que les personnes âgées et pour lesquelles la mobilité est difficile puissent trouver des services de proximité. Yves Oregan, vous dites vouloir promouvoir une ville des proximités. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un peu la même idée, c'est-à-dire de vraiment dans chacun des quartiers de remettre des lieux de vie. Donc que ce soit des places, alors en plus avec l'idée de revégétaliser les quartiers, parce que c'est quand même très bétonné dans les quartiers, et de réintroduire du commerce autour des places de la même façon pour pouvoir refaire des lieux de vie. À vous entendre, votre double présence ce soir montre qu'effectivement la gauche est divisée. Est-ce qu'il n'y avait aucun moyen, à l'exception de la candidature de Mathieu Orphelin, de partir unis ? Comment vous analysez ces divergences aujourd'hui ? C'est étonnant que vous parliez que de 2 listes de gauche autour de la table, mais voilà. On va venir à 2 listes du même bord politique, effectivement. La gauche et les écologistes, même dans l'intitulé même de vos listes. Vous parlez, vous, Sylvia Camara-Tombini, d'une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes. Vous, Yves Oregan, votre liste s'appelle Angers écologique et solidaire. C'est des noms de listes proches, des programmes assez proches quand on les regarde. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à vous entendre ? Il y a eu des discussions tout l'automne, après avoir effectivement pendant des mois
eu la difficulté, malgré les tentatives d'Aimé Anger de se mettre autour d'une table, de pouvoir discuter. Et malheureusement, les discussions n'ont pas abouti à ce qu'on puisse travailler ensemble. Et je regrette ce choix. Et je pense effectivement qu'il aurait été préférable que nous soyons rassemblés à gauche. À côté de ça, je suis aujourd'hui très heureuse d'être tête de liste d'une liste citoyenne qui est composée de personnes issus de la société civile, 70% qui ne sont membres d'aucun parti politique et qui sont engagés dans la ville en tant que citoyens et qui ont réellement envie de porter des valeurs de gauche. Bon, on voit votre regret, mais c'est trop tard, les listes sont closes désormais. Vous partirez donc chacun de votre côté pour le premier tour. Claire Schweitzer, si on revient à ce thème un peu de la ville à deux vitesses, vous dites-vous, il faut faire ville ensemble. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est toute la dynamique de notre liste, c'est d'être une vraie liste citoyenne qui a été créée, dont la liste est issue et le programme est issu, car nous avons organisé des assemblées citoyennes sur tous les territoires d'Angers et en particulier dans les quartiers populaires. Et on a la particularité de réunir en notre sein beaucoup de militants des quartiers populaires qui font partie des différents collectifs présents, que ce soit à La Roseraie, à Montplaisir ou à Belleveille. Donc nous, notre souhait, c'est de vraiment redonner le pouvoir à ces habitants-là. Parce que quand j'entends qu'il faut remettre de l'humain dans les quartiers, de l'humain, il y en a déjà. Hein. Il y a déjà énormément d'humains qui ont une richesse sociale, culturelle, économique qui est totalement considérable et qui est totalement laissé en friche par les pouvoirs actuels. Et effectivement, ce dynamisme-là, cette attractivité des territoires, elle est déjà dans les quartiers. Et il y a véritablement des créateurs d'entreprises, il y a des jeunes très dynamiques. Vous nous dites que ces personnes, elles existent, qu'elles sont là, mais comment vous les faites participer ? Comment est-ce que vous les amenez en fait à participer au débat public ? Alors l'un des souhaits et ce qui a émergé des assemblées citoyennes qu'on a organisées, c'est de redonner le pouvoir. Et nous, le pouvoir, on va le redonner de manière très directe. Par la mise en place de référendums d'initiative citoyenne, par exemple, par la mise en place de plateformes de citoyenneté qui vont permettre de faire émerger des assemblées de quartiers autonomes et non pas des pseudo-lieux de démocratie participative qu'ont été les conseils citoyens. Tous les habitants de quartier qui ont participé à ces conseils citoyens nous l'ont dit, on n'est pas écoutés, on n'est pas entendus, nous ne sommes pas associés véritablement à la décision. Mais ça veut dire que ces référendums dont vous parlez, ils pourraient être sur n'importe quel sujet qui concerne un quartier ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Le référendum d'initiative citoyenne, il va pouvoir se développer soit à l'échelle de la ville, si le projet est emblématique et puis va avoir un essor et un rayonnement qui sera supérieur à celui d'un quartier, parce qu'on peut installer quand même il peut y avoir des investissements majeurs dans un quartier qui vont avoir un rayonnement supérieur, ou alors des aménagements. Nous, on a par exemple la proposition de revégétaliser, de réaménager toutes les grandes places, comme la place de l'Europe ou la place Jean 23 par exemple, ou la place Lafayette pour le quartier Centre-Gare, et d'associer pleinement les habitants à ces questions-là. Quelle est du coup la place des élus dans ce dispositif-là ? Parce qu'on a le sentiment que les citoyens vont être effectivement très consultés. Oui. Le rôle des élus ? Le rôle des élus, il est d'écouter les citoyens. Oui. Le rôle des élus. Et si les citoyens ont des avis divergents, comment on fait ? Les citoyens, il faut leur faire confiance. Ils sont matures, ils ont simplement le souhait d'être entendus, ils ont énormément de créativité, ils ne sont pas le problème, parce que dans votre question, on a l'impression que c'est un problème d'entendre les citoyens. Non, il n'y a pas de sous-entendu, Ils ne sont pas le problème, ils sont la solution. Est-ce que Olivier Douet, puisqu'on va laisser circuler la parole dans ce débat, Olivier Douet, vous, je n'ai pas trouvé un mot dans votre programme sur la démocratie participative ou sur éventuellement la participation des quartiers. Quel est votre... Si justement... Peut-être que ce n'est pas dans le programme que nous avons envoyé, mais justement, ce que nous voulions, c'est justement d'avoir des comités de quartier. Mais alors des comités de quartier, par contre, dont l'avis importe, parce que si, par contre, c'est un comité de quartier où déjà les décisions sont prises avant, ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors au contraire, il faut comment est-ce qu'ils voteraient les personnes membres de ce comité de quartier ? Ils auraient vu sur les décisions que vous voulez prendre, ils pourraient voter pour. C'est pour ça qu'il faut que vraiment, vous voyez, quand on interroge les personnes, vraiment, il faut qu'elles donnent un avis et que cet avis, donc la mairie en tienne compte. Et par contre aussi... Il y a déjà des comités de quartier, mais enfin, ça existe à Angers. Non, mais je sais bien qu'il existe, mais enfin, la différence, c'est que là, vous voyez, il faut que vraiment l'avis compte.
D'autre part, bien entendu, il y a les réformes, les référendums d'initiative citoyenne. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que l'on parle de beaucoup de choses, d'accompagnement dans les quartiers et tout ça, mais il y a quelque chose dont on ne parle pas tellement, c'est la sécurité. Et quand on va dans certains quartiers, finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu pas mal de problèmes, quoi. Vous avez vu, il y a tout de même 40 voitures qui ont brûlé au mois de janvier. Alors, à un moment, on a dit c'est parce que les BACE sont en grève. Mais finalement, les BACE ont repris. De nuit, notamment. Et finalement, il y a toujours autant de violence. D'ailleurs, c'est pas de violence, mais enfin, c'est des petites dégradations. Des incivilités. C'est des incivilités. Et par contre... Si je peux me permettre, quand même. Rapidement, Christophe Béchu, on va passer à la troisième partie. D'abord, vous avez une chance que les Angevins n'ont pas, c'est que vous avez manifestement eu connaissance du programme de M. Douai et du Rassemblement national, ce qui n'est pas encore le cas des électeurs angevins. Mais on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. La parole aux citoyens, elle a eu lieu, il y a eu 500 réunions de concertation. Tous les ans, des réunions de quartier. Le budget participatif qu'on a mis en place avec 1 million d'euros pour lesquels les gens décident. Et quand j'entends certaines des idées qui sont émises ce soir, la difficulté que ça me pose, c'est que quand on va à la rencontre de ces citoyens, quand on les écoute, je suis le seul maire d'une ville de plus de 100 000 habitants qui reçoit tous les habitants de sa ville sans rendez-vous. Donc, prétendre parler au nom des quartiers, c'est une chose. Regardez, la réalité, c'en est une autre. Et Madame Camara-Tombini, qui avait déjà, il y a 6 ans, expliqué que je serais le candidat du centre-ville et qui avait essayé de jouer sur un certain nombre de peurs, devrait se souvenir que dans la quasi-totalité de ces quartiers populaires, les Angevins ont choisi l'alternance. Et de la même manière, quand j'entends des propositions de référendum d'initiative citoyenne et que je vois qu'une des propositions fortes, c'est la suppression des caméras de vidéoprotection, s'il y avait un référendum sur ce sujet, c'est pas 140 caméras qui auraient Angers. C'est beaucoup plus. Parce que la demande qui est exprimée la plupart du temps par les gens dans ces quartiers, c'est pas de supprimer les caméras. Est-ce que vous les augmenterez d'ailleurs? On va rapidement refermer la parenthèse sur la sécurité, mais les 144 caméras de vidéosurveillance à Angers, c'est suffisant? Il n'est pas question qu'on devienne une ville Big Brother avec de la reconnaissance faciale ou en étant dans le délire de ville comme dans le sud de la France. En revanche, on accompagnera les besoins et les demandes des habitants précisément parce qu'on est à leur Là, vous ne répondez pas à ma question. Si, ça veut dire qu'on les augmentera, mais autant si sur le premier mandat, on avait chiffré le fait qu'il fallait en déployer 100 et c'est l'engagement qu'on avait pris et qu'on a tenu, autant sur celui qui arrive, je ne donne pas de chiffres, je dis juste qu'on accompagnera dans le cadre de ces concertations et de ces rencontres. On va à présent aborder le troisième thème parce que j'aimerais vraiment qu'on s'y intéresse de façon assez prolongée parce qu'il est très important et très concernant pour les Angevins. La preuve, c'est qu'on leur a posé la question sur ce thème, c'est celui du logement. De plus en plus cher sur Angers, est-ce que c'est une impression, est-ce que c'est une réalité? Eh bien écoutez, en tout cas, les avis des Angevins et des Angevites sur le sujet. Vous dites prix de l'immobilier à Angers, je vous dis ça augmente, parce que moi qui suis étudiant, je le vois. Angers est premier en tout, en art de vivre, en verdure et en technologie. Moi je sais que je paye 75 € de plus par rapport à l'année dernière, mais par à peu près avec la même superficie à peu près. C'est peut-être abusé quand même un petit peu, parce que ça repousse les gens hors d'Angers, ceux qui n'ont pas les moyens. Ce qui se passe, c'est que du coup, tous les Parisiens, vu que le marché à Paris augmente, ils vont sur Angers, vu que le marché est moins cher et plus intéressant pour eux. Quand on travaille à Paris, il est assez facile finalement ce que je fais, de s'installer ici, de prendre le TGV comme on pourrait prendre le métro. C'est ce que vous faites? C'est ce que je fais. Là, je reviens de Paris. Ça se comprend, mais c'est vrai que c'est quand même embêtant que ça augmente. Tu devrais construire plus de logements qu'augmenter les prix. Je pense qu'Angers avait du retard, et par rapport à Nantes en tout cas. Et là, je pense qu'Angers, en 1 an et demi, a rattrapé son retard. Voilà. Cette habitante fait référence à l'augmentation de l'immobilier à Angers. Effectivement, on a constaté en 2019 une hausse de 11% à Angers. C'est inédit. Claire Schweitzer, vous proposez l'encadrement des loyers. Comment ça va se passer? Tout à fait. L'augmentation des prix, elle est intimement liée à un choix de la municipalité actuelle et de Christophe Béchu, qui est lui-même allé réclamer que Angers ne soit plus classé en zone tendue. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Pardon ? C'est l'inverse. J'ai obtenu que nous soyons classés en zone tendue. En B1. Oui. Tout à fait. Alors, pour préciser, la zone B1, ça fait référence à la loi Pinel, qui permet en fait un certain nombre de programmes immobiliers. De défiscalisation et de spéculation. Pour l'investissement locatif. Pour l'investissement locatif. Ce qui a provoqué, effectivement, de fait, une attractivité immobilière de la ville et ce qui a permis, effectivement, une flambée et une spéculation sur le prix de l'immobilier. Juste précision, la ville est classée en zone B1 depuis juillet 2019. Ça fait que 6 mois. Enfin, les effets sont absolument pas ceux-là. En tout cas, pour vous, c'est une bonne nouvelle, ce classement en B1, rapidement, non, mais qui permet le dispositif locatif. Qui permet de pouvoir faire de l'accession sociale à la propriété
et des prêts à taux zéro. Il y a effectivement un sujet sur les investisseurs, mais la raison pour laquelle on a été le chercher, c'est ça, et dans un contexte de tension sur le logement. Donc vous nous dites que ça va permettre de construire des nouveaux logements et de baisser le prix au mètre carré ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 6 ans, on avait 3000 logements vacants. On est effectivement passé d'une situation dans laquelle il y avait des logements vacants et des secteurs dans lesquels il n'y avait plus de construction, à une situation aujourd'hui où effectivement, il faut qu'on construise davantage, en particulier pour les étudiants. Il y a 1000 logements étudiants qui sont en cours de construction et pour lesquels il y a des permis de construire qui sont signés, mais en faisant attention à 2 choses. La qualité de vie à Angers, c'est parce qu'on est une ville à taille humaine. Il ne s'agit pas de devenir un jour Nantes ou de vouloir à tout prix utiliser les espaces ou à vouloir à tout prix utiliser les espaces qui sont disponibles pour densifier là aussi à outrance. Et il faut conserver un équilibre d'habitat entre du collectif quand on est en bordure de transport en commun en site propre et garder des maisons de ville dans d'autres secteurs pour que les familles ne soient pas obligées de partir à 15, 20 ou 25 km et donc en accélérant un étalement urbain qu'on prétend combattre. Vous, Yves Oregan, vous proposez de soutenir la rénovation du parc privé en baissant la taxe foncière sur 5 ans pour les propriétaires qui s'engageraient en fait dans des travaux d'amélioration thermique de leur bâti. C'est très bien d'un point de vue écologique, mais ça ne résoudra pas le problème du nombre de logements insuffisants visiblement sur Angers, en tout cas pour le logement étudiant. Oui, mais c'est pas la seule mesure qu'on propose sur le logement. C'est une des mesures. J'ai pas vu d'annonce de nouveaux programmes, en tout cas immobiliers, dans votre programme. Vous n'avez pas vu? Non, je n'ai pas vu d'annonce de nouveaux lotissements ou de nouveaux programmes de construction. De nouveaux lotissements, tout ça. Non, on n'est pas très pour l'extension à l'infini de la ville, puisqu'on a acté le fait qu'on ne artificialiserait pas plus de sols qu'il y en a actuellement, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Et puis, actuellement, c'est 100 hectares par an qui disparaissent pour l'agriculture. Donc, comme on a Donc pour vous, il faut rénover l'existant. Il faut rénover l'existant. De façon plus écologique. Oui. Mais pas forcément construire en plus. Mais comment est-ce qu'on résout ce problème de tension sur le logement qui, on le voit, est revenu dans toutes les discussions qu'on a pu avoir avec les Angevins, et notamment les parents d'étudiants qui nous disent c'est extrêmement compliqué. Absolument. 3000 étudiants qui, pour certains, ont dormi en voiture. Ou on les a directement envoyés dans des squats, on les a envoyés dormir chez qui ils pouvaient. Dans des squats, peut-être pas la majorité quand même. Alors, il ne faut pas dramatiser à ce point. Faites le point avec les élus de l'UNEF que nous soutenons dans leurs démarches. Il y a un certain nombre de démarches qui sont faites par les étudiants à l'UNEF, justement pour sensibiliser tous les jours. Et encore aujourd'hui, l'UNEF et d'autres syndicats étudiants reçoit des demandes de jeunes qui sont sans aucune solution. Donc il y a vraiment il y a une bipolarité là. On essaye de faire en sorte qu'Angers soit beaucoup plus attractive. Et c'est très bien, il y a 40 000 étudiants et c'est formidable parce qu'il y a quelque chose qui est positif. Je ne sais pas si c'est grâce à vous ou grâce à la qualité de nos universités, de nos services publics de l'éducation, mais en tout cas, c'est positif. Mais on ne peut pas les laisser à la rue. Enfin, voilà, il y a des réponses à donner, sociales, urgentes. Et il faut avoir le courage politique d'imposer effectivement de la construction, de la rénovation de logements sociaux et inciter aussi l'État à prendre ses responsabilités sur la construction de CTU, ce qui n'est pas du tout le cas. Sylvia Camara-Tombini, près de Saint-Serge. Ce serait bien que tout le monde puisse de vos propositions, mais c'est pour ça que j'allais vous donner la parole, effectivement. Sylvia Camara-Tombini, pour régler sûrement en partie, mais pas complètement, cette situation du logement, vous proposez la création d'un organisme foncier pour limiter le prix du terrain et des constructions. C'est comme ça qu'on pourra agir aussi ? Je pense qu'effectivement, depuis 6 ans, on a bien vu ce qui s'est passé. Très peu de mesures sur le logement. Et ce qu'on nous dit sur le terrain, c'est cette difficulté à se loger quand on est angevin. Donc, veiller à avoir une attractivité de la ville, c'est très bien. Mais si les angevins ne peuvent pas profiter de cette qualité de vie que l'on a de la chance d'avoir et qui n'est aujourd'hui malheureusement pas partagée par tous, c'est un sérieux problème. Et donc, effectivement, je suis contre les projets qui sont de plus en plus nombreux à 5 000 € le mètre carré. Je suis contre le fait que qu'un bailleur social ait versé ses dividendes aux banques et à ses actionnaires au lieu de le réinvestir dans le logement social. Donc effectivement, il faut du logement social et on a aujourd'hui un problème entre l'offre et la demande qu'il faudra bien résoudre. Et par ailleurs, il faut effectivement permettre aux familles modestes de pouvoir devenir acquéreurs de leur logement. Comment ? Et par le biais, par exemple, d'un organisme foncier solidaire, tel que la loi le permet depuis très peu de temps, et qui permet de mettre en place un bail réel solidaire qui permet de distinguer le foncier du bâti. L'organisme est propriétaire du foncier et la famille, qui a des ressources moyennes, va être propriétaire des murs. Vous proposez-vous de façon plus large, Sylvia Camara-Tombini, de baisser les investissements, le budget d'investissement de 30%. Oui. On s'engage à la fois effectivement à ne pas augmenter les impôts et à baisser les investissements de 30% parce qu'on a voulu un projet raisonné
et qui tient compte du fait qu'effectivement, aujourd'hui, de par son passé, la ville est relativement bien dotée en outils culturels, sportifs, et qu'il faut effectivement faire des choix. Et ces choix vont vers moins d'investissements et plus d'investissements dans le domaine écologique et social. Mais au moins sur ce point-là, vous rejoignez Olivier Douai qui dit « Notre programme électoral est fondé sur le bon sens et sur une saine gestion, contrairement à celui de M. Béchu. Et vous vous engagez à baisser la taxe foncière sur 300 de moins 5% par an. » Oui, il faudrait absolument baisser les taxes foncières. Et de toute façon, je crois que ce qu'il faudra aussi, c'est baisser un certain nombre d'investissements qui sont faits par la ville. Vous voyez, il faudrait qu'on aille certainement de ce côté-là. Aussi, au niveau de la vie associative, peut-être baisser les subventions, les fonds pour certaines associations. Disons, les associations qui ont de l'intérêt pour les Angevins, bien entendu, on n'y touche pas, bien au contraire. Mais par contre, s'il y a les associations disons, qui sont peut-être plus électoralistes, quoi, pour faire plaisir à telle ou telle catégorie de personnes, à ce moment-là, on peut peut-être y faire attention. Mais vous voyez, ben, je crois que... Il faudrait préciser un petit peu. Des noms, monsieur Douai, des noms. Association, vous pensez Vous savez, je ne peux pas trop, disons, je pense par exemple des associations de boulistes ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ça offre, vous voyez, beaucoup d'intérêt, quoi. Christophe Béchu, vous financez des associations dans un... Je crois qu'on doit donner 250 €. Je crois qu'on doit donner 250 € par exemple aux Amis Réunis pour le cercle de Bellevue. C'est cet ordre-là, le soutien des associations boulistes. Alors, je veux bien qu'on puisse effectivement comme ça asséner un certain nombre de choses, mais... il faut être sérieux par rapport à ceux qui nous écoutent et bien mesurer qu'on ne peut pas jeter en pâture comme ça le fait qu'il y aurait du clientélisme ou des associations qui bénéficieraient de subventions qui représenteraient des montants considérables. Ou alors vous avez des noms, et à ce moment-là, je serais heureux de le savoir. Monsieur Béchu, je suis d'accord avec vous, mais tout de même, il faut se dire qu'Angers, au point de vue association, est 50% au-dessus de la moyenne. Vous voyez, tout de même, au point de vue dotation. Donc pour vous, il y a des économies à faire du côté des subventionnements. Ce 50%. Mais je pense qu'il faut quand même voir la richesse des associations qui jouent un rôle extrêmement important. Et je pense qu'on a justement cette chance d'avoir une ville. On a plus de 3000 associations qui s'investissent, qui s'engagent, et qui, très souvent, heureusement qu'elles sont là, pour pallier aussi aux insuffisances des pouvoirs publics dans bien des domaines. Donc, je suis bien d'accord, et je pense qu'il faut aussi encourager les associations et remercier et saluer le travail des bénévoles qui jouent un rôle extrêmement important. Je suis d'accord avec vous, Madame Tombini, mais enfin, il faut après ça peut-être voir pour certaines. Vous voyez, c'est comme tout. Vous voyez, je suis assez pour la pondération. Donc, en tout cas, vous baisserez, on l'a bien compris, les subventions aux associations. Donc, vous, Claire Schweitzer, vous avez dit plus question de grands projets à la Ice Park, à la rénovation de la Cité des Congrès, des projets démesurés et non essentiels. Ça veut dire qu'on n'investit plus dans la ville d'Angers, on fait avec ce qui existe, c'est suffisant ? Alors déjà, on fait un audit et un bilan de ce qui a été fait sur le précédent mandat, parce qu'effectivement, il y a des dépenses quand même suffisamment importantes. Je crois que vous êtes à 400 millions d'investissements sur le mandat, si j'ai bien lu. Tout à fait ça. C'est ça. Donc c'est important et ça a un impact forcément parce que c'est un peu à vase communicant, c'est-à-dire que la masse salariale a été contrainte dans le budget, dans le budget de la ville, qui a effectivement un certain nombre de subventions qui ont déjà été baissées. Les maisons de quartier ont subi d'entrée de jeu et d'entrée de mandat une baisse de 10% de leur dotation. Donc effectivement, il y a des gestes forts et cet investissement, effectivement, quand on est contraint et qu'on est à budget constant et qu'on a signé un contrat avec l'État de maintien de nos dépenses, forcément, c'est quelque chose qui en pâlit. Donc effectivement, moins d'investissement. On n'a pas dit qu'on supprimait les investissements, parce qu'on a des propositions d'aménagement des places, on a des propositions en termes de... En tout cas, plus de gros projets. Pas de grands projets pour l'instant. Christophe Béchu, il y aura un grand projet, parce qu'on avait vu que votre précédent mandat, c'était l'annonce des grands projets. Si vous êtes réélu, c'est plutôt la continuité de ce qui existe et, par exemple, la fin des travaux sur le tramway ? Alors, rapidement, puisqu'on a bientôt terminé cette première partie. D'abord, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on avait promis. On peut évoquer la patinoire ou le centre des congrès, c'était des engagements de campagne. Et je pense que quand on s'engage dans une campagne, et j'espère que c'est le cas de nous 5, ce qu'on promet, c'est ce qu'on fera, et ce sont les engagements qu'on tiendra. Et dans cela, quand on fait un hôtel des associations à la Roseraie pour 6 millions d'euros, est-ce que c'est un grand projet ou est-ce que c'est un petit projet ? Ça commence où un grand projet ? On parle plutôt de l'Ice Park, on parle plutôt de la Smart City qui va venir, qui est aussi un qui nous permettront de diminuer nos dépenses de fonctionnement. La Smart City, juste précisons rapidement, c'est en fait c'est le territoire intelligent pour faire en sorte que
l'éclairage public, par exemple, soit au LED, qu'on arrête de consommer de l'eau potable quand il a plu suffisamment pendant la nuit avec d'aide de capteurs. Ça nécessiterait un autre débat. C'est à l'échelle de l'agglomération. Et c'est à l'échelle de l'agglo. Donc on fera beaucoup moins de travaux dans le mandat qui arrive, 2 fois moins pour ce qui concerne les routes. On finit évidemment le tramway. Et dans les sujets qui sont devant nous, on mettra davantage l'accent sur la culture. Ce ne sont pas forcément des grands projets, mais c'est la rénovation de la médiathèque Toussaint avec un plan autour de la lecture et d'autres sujets dont je pressens que je ne vais pas avoir le temps de parler. Je ne pense pas, mais en tout cas, vous allez la retrouver la parole dans un instant, puisque nous sommes bientôt à la fin de ce premier débat consacré à la ville d'Angers. Et je vais donc vous inviter, les uns et les autres, à nous redire en quelques secondes, 20 secondes s'il vous plaît maximum, quelle maire vous souhaitez être pour Angers, Sylvia Camara-Tombini? D'abord, je serai une femme maire d'Angers, première femme maire d'Angers. Maire à 100%, je ne briguerai aucun autre mandat, pas même la présidence de l'agglomération, ni même des présidences d'agences aux indemnités importantes. Je serai une maire résolument ancrée à gauche, ce que j'ai toujours été. Et surtout, je serai maire pour mettre la ville d'Angers en transition écologique, en transformation sociale et pour renforcer la place des habitants dans la ville. Merci. Yves Oregon, quel maire serez-vous si vous êtes élu à Angers? Je serai un maire écologiste, puisque l'écologie, c'est préserver l'avenir de nos enfants, c'est redonner du pouvoir d'agir aux Angevins, c'est aider les plus démunis, parce que c'est eux qui sont les premiers touchés par les changements climatiques à venir. Rapidement, s'il vous plaît. Notre programme, en fait, n'a pas de mesure écologique parce que tout le programme est écologique, en fait. Merci, donc, merci. Votre temps est écoulé. Merci. Olivier Douai, quel maire serez-vous si vous êtes élu le 22 mars? Si j'ai été élu maire, je serai maire de tous les Angevins et toutes les Angevines, quel que soit leur âge et quel que soit leur quartier de résidence. Merci. Je serai aussi un maire, bien entendu, qui fera très attention à son budget, qui assurera la sécurité et qui fera son maximum au point de vue emploi. Merci. Claire Schweitzer, en 20 secondes, s'il vous plaît. Quelle maire serez-vous? Alors, je veux être la maire du rassemblement qui donnera la parole et qui redonnera le pouvoir démocratique aux habitants, celle qui mettra en place le référendum d'initiative citoyenne et qui assurera une vraie transformation écologique et sociale sans laisser personne de côté. Merci. Christophe Béchu, quel maire serez-vous si vous êtes réélu pour un deuxième mandat? Je resterai le maire de rassemblement que j'ai été, parce que je ne crois pas qu'il faille opposer les automobilistes aux cyclistes, les riches aux pauvres, le centre-ville au quartier, les Angevins de fraîche date à ceux qui le sont depuis plus longtemps. On a besoin aujourd'hui d'être ensemble, de cultiver ce vivre ensemble, dans la continuité de la journée citoyenne, du budget participatif. Le moment est venu d'écrire une deuxième page. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à ce premier débat. Merci beaucoup, Benoît, de l'avoir co-animé avec moi. Nous allons à présent ouvrir la deuxième partie de notre soirée avec nos seconds débats. Christine Villevoisin vous attend, vous, les téléspectateurs de Sarthe et de Mayenne. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite, vous qui nous regardez en Loire-Atlantique, en Vendée et en Maine-et-Loire, en direct sur notre studio. Tout de suite, nos seconds débats consacrés à Mayenne